85% des Suisses bénéficiaient d'un abri NBC. Pratiquement la totalité de la population en Israël. Et on était à des pourcentages très hauts également, même en Chine. Pourtant, à cette époque-là, les Chinois n'étaient pas encore au niveau que l'on voit aujourd'hui. Bien, voilà en introduction ce que je vous propose. Donc je renouvelle et je vous renouvelle cette indication que nous avons dans notre pays des gens qui sont en capacité de nous informer sur les risques d'une guerre nucléaire et comment réagir, comment se protéger, comment faire face à une telle situation qui serait évidemment inédite. Donc pourquoi Monsieur Chevrier? Parce que comme vous venez de le découvrir et comme vous le découvrirez quand vous irez voir sa chaîne que j'ai mis dans le lien est en description, vous verrez qu'il a une expertise dans ce domaine-là, qu'il a été suivi, écouté, c'est un ingénieur qui a, si vous voulez, un savoir-faire, qui a développé un savoir-faire dans ce domaine, et parallèlement, je vous proposerai aussi sa lecture de la géopolitique avec une perspective historique, et je pense que là, vous avez des éléments très intéressants. Ça ne vous dispense pas de vous renseigner par vous-même et de voir s'il y a d'autres personnes qui sont sur ce sujet-là, pardon. Mais vous avez là un condensé une synthèse, je dirais, de la situation géopolitique de notre continent. Vous avez une histoire, donc une perspective qui explique pourquoi on en est là aujourd'hui. Et résultat des courses, parce qu'il faut être pragmatique, eh bien comment on fait? Comment on fait le jour où l'incident arrive? Et ce qui me surprend, en réécoutant M. Chevrier, ce qui me surprend, c'est notre inconséquence à nous Français. Et il cite les pays, vous avez vu en introduction, je vous ai fait écouter, il cite des pays qui se sont préoccupés de la protection de leur population civile. Nous sommes complètement désinvoltes par rapport à cette question-là, et je m'aperçois dans les commentaires que les gens prennent ça extrêmement à la légère, cette possibilité-là. Non, ça n'arrivera pas, vous agitez les peurs. Enfin, les gens se réfugient avec des arguments d'une pauvreté accablante, sans jamais argumenter une objection qui serait une objection crédible, une objection avec des arguments, des éléments factuels. Les arguments que je peux avoir, c'est des arguments style spirituel, on a un nouveau monde qui va arriver, donc vous en faites pas, le futur est là, le bon futur va arriver, donc il se passera rien de méchant, parce que si on était confronté à ça, bien ça serait la fin de l'humanité, etc. Enfin, je vois bien que ça patauge dans des arguments pseudo-spirituels, qu'il n'y a pas de réelle réflexion derrière, pragmatique ni spirituelle du coup, parce que la spiritualité, c'est quelque chose à intégrer dans un schéma de ce type, mais il faut l'intégrer comme toujours avec une vision, euh, une haute vision des choses, et pas être dans son petit confort spiritualo New Age, où on est entre petits bisounours à faire notre yoga et à espérer que des petits anges vont venir nous délivrer. À la lumière de l'histoire, on sait que ça ne se passe pas comme ça. On sait que les choses ne se passent pas. Il n'y a pas des anges comme ça qui viennent vous sauver, qui viennent vous protéger de gens qui vous torturent, qui vous violent. Ça ne s'est jamais vu quasiment. Donc arrêtez de vous réfugier dans des histoires, des enfantillages spirituels, et devenez adulte, devenez responsable, informez-vous correctement, prenez en compte la situation. Et c'est pour ça que je vous présente les travaux de M. Chevrier, parce qu'il a au moins ce mérite de nous informer sur d'éventuelles conséquences d'une attaque nucléaire. On ne dit pas que ça va arriver, on ne prétend pas que cela va arriver, mais on se dit qu'il y a un facteur actuel important pour que ça arrive éventuellement. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors vous dites, oh bah tout sera, la société sera finie, il n'y aura plus rien. Enfin, il y a du déni, de la fuite en avant, mais il n'y a pas de raisonnement rationnel face à une telle chose.
Si une bombe tombe quelque part, elle ne va pas infester tout le pays. Donc il faut bien comprendre qu'il y aura des mesures à prendre et en fonction de la situation où on se trouve, eh bien, il y a des moyens pour se protéger. C'est mieux de le savoir que de ne pas le savoir, ces choses-là. Vous voyez, c'est mieux d'en avoir conscience. Et la peur n'évitant pas le danger, de toute façon, peu importe. On a des informations qui peuvent nous être utiles à un jour donné, eh bien, autant s'instruire de ces éléments-là, autant en être informé, puisque c'est pas compliqué à comprendre. En fait, il démocratise vraiment, Monsieur Chevrier démocratise vraiment la question en la mettant à notre portée. Il suffit simplement de faire quelques achats, de faire quelquefois de réfléchir à la manière dont on devra réagir le jour même. Il suffit simplement d'avoir un certain type de comportement et de se conduire d'une certaine manière pour peut-être échapper à cette perspective qui est bien entendu terrible, terrifiante. Voilà. Donc beaucoup de pays y ont réfléchi déjà, ils en parlent, mais là aujourd'hui, face à un éventuel danger, c'est le déni total. Tout le monde est parti, ça y est, dans sa tête en vacances, tout le monde veut boire son rosé tranquille, on ne veut pas être dérangé par cette question-là. Ben moi, je vous dérange et je vous propose à nouveau d'écouter Monsieur Chevrier, dont j'ai mis le lien de sa chaîne en description. Je vous invite à le découvrir. À bientôt. Et puis maintenant, à nouveau, nous nous retrouvons dans une période de tension et l'évolution des choses ont fait que j'ai décidé d'écrire à nouveau un livre donc, qui s'intitule « La prochaine guerre sera nucléaire ». Et dans ce livre, je reprends d'ailleurs des extraits de Faire face aux dangers nucléaires parce qu'il faut dire qu'à l'époque, ce livre a été considéré comme la référence dans le domaine de la protection civile. Même la protection civile suisse nous a acheté des bouquins, des préfectures. On a vendu, bien sûr, à des pompiers à l'époque. J'ai été invité à Porte-Champéret par un colonel des pompiers de Paris pour faire une conférence. Donc, on a eu un certain écho à l'époque, beaucoup plus d'ailleurs qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je viens avec un livre qui est un petit peu différent, puisque cette fois-ci, j'aborde des sujets que je n'avais pas abordés à l'époque de ce premier livre, où je m'étais concentré uniquement sur la protection de la population civile. Et là, les 2/3 de ce livre sont sur la géopolitique, et surtout, j'explique quelles sont les situations qui risquent de nous amener à un conflit nucléaire de très grande ampleur. Alors cette deuxième partie, accrochez-vous bien, parce que là, M. Chevrier nous parle donc, nous fait un rappel historique concernant le bombardement des Américains, des bombardements qui ont eu lieu en France, qui ont fait plus de victimes en 4 mois qu'en 4 ans avec les Allemands. Plus de victimes et plus de dégâts aussi matériels. Et il parle aussi du massacre qui a eu lieu à Hambourg, c'est-à-dire du bombardement de la population civile au napalm, qui a été mais vraiment un truc absolument monstrueux. Absolument monstrueux. Pour une nation qui se réclame être l'exemple de la vertu, de la morale, on voit que derrière cette façade, le gouvernement américain et les gouvernements américains successifs ont été mais abominables. Abominable, et on parle pas de... Monsieur Chevrier va développer. Vous avez son lien, donc vous allez écouter ces vidéos. C'est dur à entendre parce que on aimerait croire, si vous voulez, à Hollywood, on aimerait croire aux Américains sauveurs du monde. C'est ça qu'on nous a imprimé dans l'esprit. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien dans les réalités. C'est un peuple, le peuple anglo-saxon, de toute façon, est un peuple sournois qui opère en fonction de ses intérêts et qui n'hésite pas à répandre et à faire le mal et à aller très très loin même dans la violence concernant justement la population civile.
Et là, ces gens-là qui font, je vois sur les journaux de LCI, quand il y a 10 morts à cause d'un bombardement russe, ça y est, il faut les traduire en justice, il faut mettre Poutine en prison, etc. Les Américains, c'était par milliers, par millions, si vous voulez, que les gens ont été morts sous leurs bombes. Des populations qu'on aurait pu éviter, si vous voulez. Donc c'est là qu'on voit l'état d'esprit des anglo-saxons à l'œuvre. L'alliance des États-Unis avec l'Angleterre, qui toujours nous pousse à la guerre, eux se retirent et réinterviennent à la dernière étape pour se présenter comme les sauveurs et ramasser la mise. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous poussent, nous les Français, puis vous allez voir qu'eux, ils vont se retirer et ils viendront après, une fois que la France sera bien détruite, comme toujours. Donc on recommence, scénario, toujours le même scénario. Je vous propose d'écouter Monsieur Chevrier et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous découvrirez cette vidéo. Très peu de Français aujourd'hui savent que, par exemple, en 4 mois, l'armée américaine a tué 50 fois plus de civils français que l'armée allemande en 4 ans d'occupation. On va dire même presque 5 ans. Vous avez, je cite dans le livre, Henri Amouroux, qui est un historien reconnu, qui a fait un travail énorme sur la Deuxième Guerre mondiale, et qui cite le nombre de civils tués rien qu'en Normandie, en l'espace de 3 mois, c'est-à-dire depuis le 6 juin jusqu'au 1er septembre. Il y a eu plus de 50 000 civils tués en Normandie, rien qu'en Normandie. C'est-à-dire que sur cette période, au niveau de la guerre, on peut dire qu'il y a eu environ 100 000 Français civils tués par l'aviation américaine, environ 300 000 invalides, et on dénombre plus de 300 000 immeubles et maisons détruites. C'est-à-dire qu'il y a des villes entières qui ont été détruites, comme Le Havre, Caen, Lisieux en partie, Trappes dans la région parisienne, Gennevilliers. Il y a eu des quantités de bombardements. Et ce qu'il faut dire, surtout ce qui est important, c'est que ça a été fait délibérément. C'est-à-dire que les bombardements ont été organisés pour tuer, pour détruire notamment des petites parties de défense allemandes qui étaient à la périphérie des villes. Ça aurait pu être fait avec très peu de morts si la décision avait été prise de envoyer les avions pour bombarder à 300 ou 400 mètres d'altitude, mais comme on voulait qu'il y ait peu ou aucune perte dans l'aviation américaine, les bombardements ont été effectués à plus de 6000 mètres d'altitude, ce qui fait que, et la plupart du temps la nuit, ce qui fait qu'il y avait des bombes qui rataient régulièrement leur cible et qui détruisaient complètement les villes où les Allemands étaient à proximité de la ville. C'était quelque chose qui a duré donc plusieurs semaines, plusieurs mois. Même la ville de Royan, où ils savaient très bien qu'il n'y avait rien, ils ont bombardé et détruit. Donc alors le vrai scandale, il y a 2 choses là-dedans. C'est que d'abord, les journalistes depuis 80 ans n'en parlent pas. Il n'y a pas un Français sur 100 qui est au courant de cette situation. Et l'autre point qui pour moi est scandaleux, c'est que le gouvernement français de l'époque et depuis n'ont jamais demandé de réparation vis-à-vis de l'armée américaine, parce qu'il fallait quand même reconstruire 300 000 immeubles et maisons. Il y a eu des gens qui ont été handicapés. Et vous savez comment on a versé des pensions? Eh bien, les pensions de ces gens qui étaient invalides ont été payé en partie par la loterie nationale. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé en France, et on a tué tout ce scandale. Alors bien sûr, on va nous dire, vous savez, on nous présente les Américains avec les films d'Hollywood, tout ça, on nous en a mis des quantités pendant 80 ans, comme les libérateurs de la France. En réalité, il faut dire que en 1939, le 1er septembre 1939, quand les armées d'Hitler envahissent la Pologne, la France et l'Angleterre, le 2 septembre, le lendemain, déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais les Américains, eux, n'interviennent pas.
Ils n'interviennent pas en 1939, ils n'interviennent pas en 1940, ils n'interviennent pas en 1941. Ils nous laissent nous débrouiller avec les Allemands, tout simplement parce que finalement, depuis des années, Roosevelt et son gouvernement s'accommodaient très bien du régime nazi qu'il y avait en Allemagne. Parce que pour eux, c'était, si vous voulez, la protection contre l'Union soviétique et surtout contre le communisme qui allait se répandre en France, en Italie, en Espagne et partout. Donc les Américains, eux, s'entendaient très bien avec Hitler et les nazis. Alors il ne faut pas du tout nous raconter l'histoire qu'on nous raconte depuis des années, qu'ils nous ont libérés et ils ont empêché, comme disait Michel Sardou, de vivre en Germanie. Ben non, les Américains, eux, ils étaient très bien d'accord avec ça et ils sont intervenus qu'une fois qu'il y a eu le bombardement de Pearl Harbor, hein, donc de la flotte, si vous voulez, l'aviation japonaise qui a détruit une partie de la flotte américaine, et c'est un peu après qu'ils ont commencé à s'intervenir. Donc là, on a un point, si vous voulez, ce qui est important, ce qui est anormal dans ce pays, et comme dans d'autres d'ailleurs, c'est qu'on a passé sous silence tous ces aspects. Et le pire, ça n'est pas tellement ce qui s'est passé en France, parce que là, on peut dire que ça n'était pas volontaire de massacrer la population civile, alors qu'en ce qui concerne l'Allemagne, alors là, c'est vraiment des bombardements qui dépassent l'entendement. Il faut se rappeler donc les Américains décident de s'impliquer dans le conflit à partir de 1942. Ils font une réunion en janvier 1943 et les services de renseignement allemands, qui à l'époque déjà ont des systèmes d'écoute, interceptent une communication sur les échanges qu'il y a entre les Anglais et les Américains. Et donc, il est question d'une réunion qui va se passer à la Maison-Blanche. Donc, évidemment, les Allemands pensent la Maison-Blanche à Washington. En réalité, c'est une mauvaise traduction qui est faite par leur service, puisque la réunion va se dérouler à Casablanca, au Maroc, et Casablanca, en espagnol, c'est Maison Blanche. Voilà. Et donc, il y a eu la confusion. Et ce jour-là, en janvier 1943, on va décider du bombardement de la ville d'Hambourg. Vous savez que Hambourg, c'est un port énorme. Je connais Hambourg, j'y suis allé plusieurs fois, notamment sur des bateaux, tout ça, quand on a fait des installations. C'est évidemment un port gigantesque. Et il décide, donc, c'est un endroit qui est capital, puisque les bateaux aussi bien de commerce que de ravitaillement que de guerre partent de Hambourg. Et donc, ils vont pas se limiter à bombarder le port, ça ils auraient pu le faire. Non, l'aviation anglaise et américaine vont décider de détruire la totalité de la ville d'Hambourg, c'est-à-dire de massacrer la population civile. On est en janvier 1943. Et donc, c'est là où quelquefois la réalité dépasse ce qu'on pourrait imaginer au niveau de l'atrocité, au niveau de la cruauté, parce que la cruauté, pour moi, c'est tout ce qui n'est pas nécessaire pour arriver à ses fins. Vous voyez, on peut tuer un animal sans le faire souffrir. On peut tuer un soldat pratiquement d'une façon normale. Là, on va massacrer une population civile. Et donc, les stratèges de l'époque disent, mais attendez, si vous bombardez la ville d'Hambourg avec des bombes au napalm, ça sera moins efficace en hiver que si vous le faites en été. Et donc, ils vont attendre, ils vont organiser cette opération qui va s'appeler Gomorrhe, hein. L'opération Gomorrha, et ils vont programmer ça pour le mois de juillet. Et là, l'horreur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est un bombardement de la population civile, puisqu'il n'y a plus aucun soldat à Hambourg. Ils sont tous sur le front. Ils sont en Russie, ils sont en France, ils sont même en Afrique avec l'Africa Corps. Et donc,
le bombardement de bombes au napalm, parce qu'il n'y a pas un Allemand sur 1000 aujourd'hui qui sait que la ville d'Hambourg a été bombardée au napalm. Alors, le napalm, c'est une substance qui a été inventée aux États-Unis dans la célèbre université de Harvard en 1942. Ils ont mis au point cette matière qui est en fait de l'essence gélifiée par un apport de palmitate d'aluminium, et donc ça devient une pâte, et cette pâte elle a pour particularité de coller aux objets, aux vêtements, aux membres, et donc de se consumer jusqu'à la fin. Vous n'arrêtez, quand vous avez une plaque, un kilo de napalm qui vous est arrivé sur le corps, eh bien, vous pouvez rien faire à moins de le retirer, mais il va traverser les vêtements, les chairs, les os, tout. Il va s'envoler. Et donc, le bombardement va durer 10 jours. Il va y avoir des milliers d'avions qui vont survoler la ville pendant 10 jours et toute la ville est en feu parce qu'on est au mois de juillet et ce sont des bombes incendiaires et les témoins vont raconter que des enfants qui se sauvaient des immeubles qui étaient en feu, arrivaient dans la rue et étaient projetés par d'autres bombes et la chaleur à plusieurs mètres en l'air. C'est quelque chose, on a mis quelques photos dans le livre pour faire voir un peu la destruction de cette ville. Donc ça, c'est un massacre qui est quelque chose aujourd'hui.